Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et c'est la vérité en face ce matin. La police a-t-elle encore la légitimité et les moyens pour assurer leur mission? Je rappelle la question du jour. Le syndicat Alliance a-t-il raison de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon après un tweet sur le groupe Factueux? Vous dites oui à 68% pour l'instant, avec pas mal de messages. On vous les lira. Nos invités ce matin, c'est David Lebars. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes haut fonctionnaire de police, secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale, et maître Laurent Bernarousse. Bonjour, merci d'être avec nous. Benarous, avocat au barreau de Paris et conseil du syndicat Alliance Police Nationale, et vos appels au 0826 300 300. On va revenir parce que tout à l'heure il y avait une auditrice qui résumait bien la situation, qui disait elle soutenait Mélenchon auparavant, mais là elle a quand même des doutes après ses déclarations, mais elle se dit quand même il y a eu 9 balles de tirées dans l'histoire de Paris. Est-ce qu'il n'y a pas exagération? Est-ce qu'il y a une bonne maîtrise de la part des policiers ou pas dans ces situations? Et donc forcément ça suscite des interrogations. Juste maître Laurent Benarrousse, puisqu'il y a une plainte qui va être portée, c'est ça, ou qui est déjà déposée ou pas contre Jean-Luc Mélenchon? Le problème avec Mélenchon, c'est que comme il récidive à peu près toutes les semaines, j'ai rédigé une première plainte quand, avant de l'envoyer une deuxième série de faits diffamatoires sont arrivés, et maintenant il y en a une troisième. Ah bon, mais la première plainte, ça concernait quoi? Ça c'était factieux, et la police tue. La police tue. Il a récidivé la semaine dernière et encore ce week-end. C'est la troisième fois, donc c'est une troisième série de faits. Donc il me laisse pas le temps. Il me laisse pas le temps d'aller déposer ma plainte. Mais elle va être déjà déposée ou pas? Bien sûr, c'est acté. Oui, c'est acté. Qu'est-ce qui peut ressortir de ça? Bon, on verra si elle est classée, pas classée, ce type de plainte. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait à travers ça? Ce sera une citation directe. Écoutez, c'est vrai que la question de déposer une plainte, elle se pose toujours, parce que dans le débat démocratique, si on peut plus parler, ça devient un problème. Ça fait des années que Jean-Luc Mélenchon insulte la police, la provoque. Et au départ, vous avez traité de barbare aussi. Oui, et au départ, si vous voulez, le syndicat a considéré, moi-même aussi, que on avait affaire à quelqu'un d'un petit peu excité, qui avait le verbe haut, qui venait du sud de la France et qui parfois s'emportait, parfois dérapait. En fait, on n'a pas compris. Et on commence à le comprendre, et la société française commence à le comprendre, que ça s'inscrivait dans une véritable stratégie en réalité, et que c'était pas des dérapages. En réalité, il est beaucoup trop intelligent pour se laisser aller à ce type de dérapage. Ce qu'il veut, c'est créer un état d'insurrection. Et pour créer cet état d'insurrection, il faut une police affaiblie. Une police forte empêche toute insurrection dans le pays. Il a parfaitement compris aujourd'hui que tout le régalien en France est en train de s'effondrer. L'hôpital, l'éducation nationale, la police, la justice. Il sent que c'est le moment ou jamais. La seule barrière, c'est la police. Oui. Et pour qu'il y ait plus de police, si vous voulez, il faut absolument la dénigrer, l'affaiblir, la dévaloriser et dire que la David police... Lebars, et ça a tendance à affaiblir justement un peu la police, qui se retrouve du coup peut-être un petit peu ballottée avec ce genre d'histoire et d'affaires, et puis les déclarations qui s'en suivent. L'intention peut-être, mais je vais vous dire, il n'arrive pas à ses fins. Parce que la police, elle a ses défauts, elle a ses qualités, elle a ses dysfonctionnements. On peut mettre, comme il le fait, la focale sur une affaire. Mais moi, je suis admiratif d'une institution avec 150 000 personnes et les moyens désuets avec lesquels on nous laisse travailler depuis bien longtemps, que cette institution-là soit justement le barrage à un risque d'effondrement de la République ou de la démocratie. Donc le jeu de Jean-Luc Mélenchon, je pense, c'est à la fois dangereux et en même temps inefficace. Et je vais même aller plus loin. Je ne sais pas, parce que regardez, il y a une stratégie électorale. Là, évidemment, nous sommes à quelques jours des élections législatives. Il y a eu la présidentielle où il est remonté dans les dernières semaines de façon assez spectaculaire, quoi. Très bien, mais on verra, et nul ne l'ignore, à la fin de la semaine, si ce jeu, comme vous dites, électoraliste paye. Parce qu'on n'est pas dupe. On sert d'otage à une querelle politique qui est totalement infâme. Et cette querelle politique, on verra le résultat. En revanche, moi je vous le dis sur votre antenne, si Jean-Luc Mélenchon, avec la NUPS, arrive en tête, on va avoir une vraie question sur le fonctionnement de la police républicaine par rapport à un ministre qui se veut Premier ministre, et on verra s'il est désigné,
qui devra s'expliquer cette fois-ci de façon officielle et solennelle sur son positionnement par rapport à la police, à la justice. Et dans ces cas-là, moi, je prendrai mes responsabilités en tant que patron du syndicat des commissaires. Je lui demanderai une audience publique. Oui. Je la rendrai publique. J'irai à Matignon, s'il est nommé, et j'irai lui demander comment il conçoit le fonctionnement de la police républicaine. Je suis désolé, mais en France, le problème, c'est pas la police, c'est la délinquance. Et la délinquance, elle se traite avec une police républicaine forte et pas affaiblie. Mais est-ce que ça met en danger la police sur le terrain ? Alors, ça nous monter la haine, par exemple ? Ça, c'est sa responsabilité. Ça nous met en danger pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'effectivement, en dehors des faits, qui sont des faits divers, qui sont très graves, mais sa façon de se comporter par rapport aux événements et aux manifestations où il a toujours cautionné les violences, où il s'est présenté dans des manifestations, d'ailleurs certaines où il aurait mieux fait de s'abstenir, puisqu'il a côtoyé des islamistes, il a côtoyé des délinquants. Ça l'amuse de voir le groupe Assa Traoré et ses amis critiquer la justice. Ça l'amuse, je ne sais pas, mais bon. En tout cas, il s'affiche à côté d'eux. En tout cas, il les dénonce jamais. Donc, effectivement, vis-à-vis d'une population qui serait mitigée, voire hostile à la police, ça augmente le volume de gens qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Et ce danger-là, il le dénonce jamais. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en France ? On a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes. On a des policiers sur le terrain qui savent que maintenant, n'importe qui, pour un permis, une assurance, peut démarrer et rouler sur un barrage et forcer les forces de l'ordre. Il faut que ça s'arrête. En tout cas, un responsable politique n'a pas le droit de faire ça. Oui. Il est allé, en fait, assez loin dans les propos. Donc, c'est évidemment pour la raison pour laquelle on fait cette émission et on réagit. Quand il va jusqu'à dire que un syndicat de police est un groupe factieux. Je crois qu'il maîtrise. Non, mais les termes sont quand même forts. Un groupe factieux. Quand on lit la définition du mot factieux, on comprend qu'on est dans la diffamation la plus gravissime. Mais derrière cette allégation qui est complètement délirante, il y a une vraie stratégie. C'est ça qui est inquiétant chez cet homme. Et moi, je suis beaucoup moins optimiste que vous. Que David Debars, oui. Oui, la police est forte. Évidemment que la police est forte. Elle est courageuse. Pour être fonctionnaire de police, il faut être très courageux, parce qu'aujourd'hui, depuis 30 ans, avec l'explosion de la délinquance, je veux dire, le quotidien d'un fonctionnaire de police, c'est vraiment quelque chose de très pénible. Mais la police ne peut rien si la population, dans son ensemble, ne la respecte pas. Ouais. Et il surfe là-dessus. Il a bien compris que les policiers étaient forts. C'est pour ça qu'il les attaque aussi violemment, aussi bêtement. Mais si la population... Mais la population aussi pense aussi que parfois les policiers jouent aux cow-boys sur le terrain. Donc on en arrive au Far West. C'est ce qu'il sous-entend. Oui, mais si vous voulez, je pense que c'est un déni de la réalité sur le terrain. En réalité, aujourd'hui, quand vous regardez le terrain, vous n'avez pas des policiers qui agressent les citoyens. Vous avez des citoyens qui agressent les policiers et qui font que la police ne peut plus faire son travail. Et ce qui me choque dans le discours de M. Mélenchon, c'est qu'il s'adresse à une population qui est plutôt défavorisée. Il s'adresse au peuple de gauche. Or, c'est ce peuple-là qui a le plus besoin de justice et de sécurité. C'est lui qui souffre le plus des incivilités. C'est celui-là qui voit sa voiture braquée le matin, ses enfants à l'école violentés. Donc, je ne comprends pas que à gauche, on se réfugie derrière Mélenchon, alors et qu'on abandonne le thème de la sécurité, qui est, à mon avis, essentiel quand on est en situation de précarité. David Debars, est-ce que c'est dangereux, justement, que cette polémique et ces polémiques soient utilisées sur un plan politique ? Alors, je vais quand même préciser pourquoi je suis un peu optimiste. D'abord, parce qu'il faut l'être quand on est policier, parce que je crois aux valeurs essentielles du régalien. Il faut rappeler quand même qu'il y a 72% de Français qui sont favorables à la police. Et même si on a des vagues vers le bas, cette tendance-là, quand même, elle est à souligner. Tout est dangereux, je veux dire. Quand il y a une succession d'événements, là on en a deux qui sont des événements compliqués. Il y a des morts, donc il ne faut pas non plus ignorer la gravité de l'événement. On a eu l'affaire du Pont-Neuf, on a l'affaire maintenant de ce week-end. Il faut raisonner par le droit et il faut raisonner froidement. Cette affaire-là, les seules personnes qui la connaissent, ce sont les policiers qui sont face aux juges et aux enquêteurs. Et tous ceux qui se permettent... Et ceux qui étaient dans la voiture également, les occupants dans la voiture, qui donnent leur version, qui disaient, bon, bah oui, mais on est allé un petit peu plus loin. Leurs témoignages font partie de l'enquête, c'est important. Le plus important, d'ailleurs, ne sera pas pendant la garde à vue, puisque le conducteur n'est pas auditionnable, vu qu'il est blessé. C'est ni vous, ni moi, ni personne sur les réseaux sociaux qui va juger cette affaire. On a tendance à croire qu'en France, on peut faire les procès sur les réseaux sociaux. C'est la justice. Mes collègues, aujourd'hui, tout ce que je sais, je leur apporte mon soutien, et même s'ils ont fait une bêtise, réagir en quelques secondes face à ce qui peut être un crime,
C'est très facile de le juger à froid, de donner son avis à froid, mais moi je ne veux pas le donner parce que c'est à la justice de le faire. Donc laissons l'enquête se dérouler, et même s'ils sont mis en examen, ça ne vaut pas culpabilité, ils s'expliqueront avec la justice. C'est une affaire qui va être complexe, qui va être longue. Il ne faut pas ignorer que 9 tirs avec un mort et un blessé, c'est une affaire très grave, mais tous ceux qui se servent de ça, qui sont des drames, mais en même temps des micro-événements pour en faire une querelle politique, là c'est extrêmement dangereux, extrêmement grave, parce qu'effectivement ça met la focale sur la police, qui pourrait être celle qui cause problème dans la société. Or c'est pas la police qui cause problème, Maître l'a dit, c'est la délinquance, ce sont les criminels et tous ceux qui ne les dénoncent pas. Est-ce que ce dénigrement perpétuel des politiques ou ce manque de reconnaissance crée finalement un problème de vocation, c'est-à-dire une vraie crise de vocation? Alors ça, moi, ça m'inquiète profondément, je vais vous dire. Rentrer aujourd'hui et embrasser cette profession, quand on voit à quel point on est exposé sur le plan physique, moral, psychologique, on risque sa vie, on risque des atteintes sur sa famille, sur ses enfants. Moi je vais vous dire, on a encore de la chance d'avoir des candidats au concours, et d'ailleurs dans une société de crise en général, on a des candidats à ces concours-là, c'est comme l'armée, hein. Plus il y a la crise, plus il y a des gens qui ont la vocation pour faire ce métier-là, mais notre devoir à nous, et notamment hiérarchie, ça va être de leur donner le meilleur encadrement possible et le meilleur accompagnement possible. Ces policiers-là, même s'ils commettent une faute, il faut qu'ils soient en tout cas encadrés et soutenus, et qu'ils aient le droit de se défendre comme tout citoyen, c'est fondamental. Oui. Allez, on continue d'en parler. David Lebars avec nous et Maître Laurent Benarous également au conseil du syndicat du Alliance Police Nationale. Vous pouvez réagir 0826 300 300, profitez-en. Ils sont là, ils peuvent répondre directement à vos questions. Et c'est jusqu'à 10h, à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. La vérité en face. Et la suite des grands débats, la vérité en face ce matin, la police a-t-elle encore la légitimité et les moyens d'assurer sa mission? David Lebars est avec nous, fonctionnaire de police, secrétaire général du syndicat des commissaires de police de la police nationale. Vous avez des titres à rallonge, messieurs. Et Maître Laurent Benarous, qui est avocat au barreau de Paris et conseil du syndicat Alliance Police Nationale. Et vous appelle 0826 300 300. Dans le cas du 18e arrondissement, cette affaire de ce week-end, alors on dit l'enquête est en cours, on dit qu'il y aurait des vidéos. Qu'est-ce que l'on en sait jusqu'à présent? Parce que c'est vrai que normalement les policiers peuvent avoir aujourd'hui une caméra embarquée sur eux qui permettent de filmer, mais ce n'est pas systématique, David Lebars. Il y aura évidemment des vidéos, parce qu'il y a plusieurs sources possibles. D'abord, il y a le plan de vidéo de protection de la ville de Paris, que la préfecture de police maîtrise aussi. Donc on va pouvoir extraire, les enquêteurs vont pouvoir extraire ces images, premier point. Deuxième point, les vidéos embarquées si les policiers en étaient dotés par l'administration. C'est pas tout pour le moment. C'est-à-dire que oui, il n'y en a pas partout. Dans tous les policiers n'en ont pas. Certains ont fait le choix d'en avoir à titre personnel pour se couvrir et se protéger aussi de ce qui peut leur arriver. C'est-à-dire que personnellement, ils achètent avec... oui. Bien sûr, ça c'est les lacunes de l'administration. Pendant de nombreuses années, on n'a pas reçu les caméras qu'il fallait. Il y a des policiers qui ont investi eux-mêmes. Il y a une troisième possibilité, c'est évidemment les vidéos faites par les riverains qui auront vu la scène et qui auront filmé avec leur smartphone. Puis il y en a une quatrième, c'est tout le réseau de vidéos que peuvent avoir certains commerces. Alors vous me direz, ils n'ont pas le droit de filmer la voie publique, mais parfois on peut trouver un angle. Donc tout ça, ça va être exploité, ça va nécessiter des réquisitions par les enquêteurs. Et il y aura des vidéos qui vont abonder l'enquête et qui vont permettre de vérifier les témoignages ou les faits tels qu'ils sont décrits par les policiers ou les témoins. Juste qu'on revienne sur le refus d'obtempérer, parce qu'on lit tout et n'importe quoi, Maître. Qu'est-ce que finalement, quand on forme des policiers, qu'est-ce qu'on leur dit sur le refus d'obtempérer? Quelle est finalement la situation? À partir du moment où un fonctionnaire de police vous fait un signe de la main et vous désigne l'endroit où vous devez vous arrêter, Ça, c'est réglé. Bon, à partir du moment où vous redémarrez ou vous continuez votre chemin, vous commettez une infraction. Elle s'est tellement banalisée. Oui, mais ça n'implique pas automatiquement l'usage des armes. Non, il y a l'usage d'une arme quand le comportement du conducteur suscite une inquiétude et met en danger la population. Là, en l'occurrence, ils ont essayé de l'arrêter, ce que je comprends. Il a continué et à un moment donné, les fonctionnaires de police se sont retrouvés en situation de danger puisqu'il y en a deux au même moment qui ont fait feu. S'il n'y en avait eu qu'un, on aurait peut-être pu penser que c'était une erreur. Là, il y en a deux et ça laisse à penser que tous les deux ont senti qu'il y avait un danger. Ensuite, il aurait très bien pu repartir, mais avoir une attitude qui était tellement inquiétante pour les riverains qu'il fallait l'arrêter. Voilà, je crois que c'est une situation qui est banale. Moi, je pense que
temps en temps, ça dérape. Mais avec mort. Quoi. Oui, ça dérape. Pourquoi ? Mais parce que quand quelque chose se répète des centaines et des milliers de fois, eh bien un jour, ça tourne mal. Les gens ne s'arrêtent plus. Il n'y a plus de peur de la police. C'est quand même assez hallucinant. On n'a plus peur de la police. On ne s'arrête plus. Lebars, est-ce que du coup, on accentue un petit peu la formation, on refait des préconisations auprès des agents qui sont sur le terrain pour leur dire faites attention, vous avez vu, le climat est de plus en plus tendu aujourd'hui, depuis quelques années, donc l'usage de vos armes n'est vraiment qu'en cas d'extrême urgence, dernier recours. C'est compliqué quand on est dans une situation. L'usage de l'arme, c'est effectivement en cas de dernière urgence ou de nécessité absolue. Chaque policier, même celui qui sera mal formé, sait que l'usage de l'arme, c'est l'extrême recours. Je veux dire, on ne rentre pas dans la police pour tirer à tour de bras, c'est pas le sujet. D'ailleurs, je vais vous dire, les anciens dont je fais partie, on nous disait que si on rendait notre arme sans qu'elle ait servi pendant une carrière, c'est que la carrière s'était bien passée. Sauf que la société a changé. La société est violente. Moi, ce que je faisais en tant que commissaire sur le terrain, sur les dernières promotions de gardiens de la paix que je recevais, et ça c'est récent, je leur disais qu'ils allaient être confrontés à l'extrême violence, que parmi eux, il y en a qui seraient malheureusement en situation de devoir faire usage des armes pour se défendre, pour de la légitime défense, mais je leur disais deux choses. La première, c'est de dire toute la vérité dans le détail et d'assumer parfaitement les gestes tels qu'ils ont été commis. Et j'espère, et je pense que ce sera le cas, et d'ailleurs ils ont un avocat spécialiste de la légitime défense, Maître Liénard, qui les assiste, qu'ils sont en train de dire la vérité, strictement la vérité, parce que une erreur, ça peut se pardonner ou ça peut se comprendre. En revanche, c'est le mensonge ou la dissimulation qui ne se comprend pas. L'usage des armes, ça ne fait plaisir à personne, mais il faut bien comprendre qu'une scène comme ça, elle s'est peut-être déroulée en 2 ou 3 secondes. Ah oui, c'est ça. Il peut y avoir un effet aussi peut-être de panique. Il peut y avoir un effet panique, il peut y avoir un effet tunnel. Ça peut être parfaitement légitime. On ne le sait pas, vous et moi. C'est les magistrats qui vont être chargés de le déterminer. Mais il faut bien comprendre que ce qui se déroule en 2 ou 3 secondes, on peut en parler 3 heures dans un studio, mais sur le terrain, 2 ou 3 secondes, s'il y a 2 collègues qui ont tiré 8 ou 9 cartouches, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Et il va falloir qu'ils le détaillent et qu'ils le dissèquent très précisément devant les juges. Maître Laurent Benarrousse, dans ces conditions, ça risque d'être long, en fait, cette enquête. Vous savez, vous venez de le dire, ça va être long, et c'est la raison pour laquelle les fonctionnaires de police ne tirent pas. Ne défouraille pas, comme dirait Jean-Luc Mélenchon. C'est parce que vous savez que quand vous sortez votre arme et que vous tirez, alors là, vous rentrez dans un processus administratif, judiciaire, qui est un véritable calvaire. Vous avez l'IGPN, vous avez le juge d'instruction et le procureur de la République, vous êtes parfois mis à pied temporairement. Enfin, vous rentrez dans une véritable galère. Donc, je veux dire, 99,9 fois sur 100, vous ne le faites pas parce que vous savez que vous vous tirez à vous une balle dans le pied. Et parfois, ce serait nécessaire de le faire. Mais vous voyez bien que les fonctionnaires ne tuent pas. D'abord, vous avez les chiffres. Et puis, vous voyez aujourd'hui des scènes où ce sont les fonctionnaires de police qui sont agressés, parfois à la limite d'être lynchés sur le territoire français. Donc, il y a un vrai problème pour les fonctionnaires de police pour se faire respecter. Il est là le problème. On parle de la création, de la possibilité d'une présomption aussi de légitime défense pour les policiers, David Lebars. À quoi ça pourrait ressembler ? Est-ce que ça pourrait être créé ? Alors je vais vous dire, il ne faut pas le créer. Il faut être très clair. Pourquoi ? Parce que d'abord, la loi du Code de la sécurité intérieure, la loi de 2017, dans son article 435-1, avec 5 alinéas, détaille très précisément les conditions dans lesquelles les policiers peuvent faire usage de leurs armes. C'est très réglementé, c'est strict, c'est proportionnel. Il y a d'ailleurs le cas du refus d'obtempérer qui est détaillé dans l'alinéa 4. Le deuxième point, pourquoi il ne faut pas une présomption de légitime défense ? Parce qu'en fait, c'est un fait, c'est la justice de déterminer les choses. Ça créerait quoi ? Ça créerait un inversement de charge de la preuve, ça veut dire que ce serait au magistrat d'apporter la charge de la preuve qui a légitime défense, mais ça créerait surtout un soupçon de culpabilité sur les policiers vis-à-vis de la population. Que penserait la population ou l'opinion publique sur le fait que les policiers aient finalement ce qui serait montré du doigt comme étant un permis de tuer ou un permis de tirer. Donc il faut garder la loi telle qu'elle existe. La loi est très claire, il faut qu'elle soit appliquée et il faut que les policiers qui se défendent puissent en faire état et assument, je vous dis, les tirs. S'il fallait neutraliser ce véhicule, si c'est la linéa 4 qui est mise en avant dans la défense plus la légitime défense, il faut qu'ils puissent mettre en avant les preuves. Et je ne doute pas que parmi ceux qui ont été sur la scène, il y ait des raisons pour lesquelles ils ont tiré. On ne tire pas comme ça. Maître Laurent Benarrousse, oui, vous êtes. Oui, moi je suis sens un peu plus mitigé. Oui, je suis un peu sceptique. Je trouve que c'est un discours raisonnable. Et on a besoin de gens raisonnables en ce moment, dans l'état de crise que nous vivons. Bon, la difficulté pour moi de ce type de propos, c'est que elle ne fait pas assez cas de la réalité de la situation. Aujourd'hui, vous avez une police qui n'est plus respectée.
et qui travaillent dans des conditions absolument épouvantables. Donc la question, je ne dis pas que j'ai la réponse, mais ce qu'a tenté de faire le syndicat Alliance, c'est de susciter au moins le débat. Et de dire que peut-être nos lois ne sont plus adaptées à la situation de crise et de violence que nous traversons, qui est absolument inouïe. Donc on a des outils qui ont fait effectivement leurs preuves pendant des années, mais qui, à mon avis, ne me semblent plus adaptés. Alors je ne dis pas que la présomption de légitime défense, pour moi, c'est un concept qui ne peut pas aller bien loin, parce que juridiquement, ça ne tiendrait pas devant le Conseil constitutionnel, mais je pense qu'au moins susciter le débat, pour dire qu'aujourd'hui, les fonctionnaires de police ont des outils qui les empêchent, en réalité, de faire respecter l'ordre. Vous voyez bien, les fonctionnaires de police, quand ils sont attaqués au mortier dans leur commissariat, enfin, c'est hallucinant comme situation. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent dans leur commissariat, ils attendent que ça passe. Donc c'est compliqué. Non, mais on vient de débattre effectivement d'un sujet important, mais je crois que les choses ont déjà évolué. En revanche, il y a un vrai sujet, et je pense que là c'est encore une illustration, c'est celle d'une justice spécialisée pour ce type d'affaires, pour deux raisons. Il faut des magistrats professionnels sur ce type de faits, parce que quand on n'est pas confronté au feu dans sa vie quotidienne, et c'est pas un reproche, si on ne sait pas ce que c'est que le terrain et la violence, on peut difficilement comprendre quand on a 2 secondes pour réagir. Donc des magistrats professionnels pour cette raison, et pour une autre raison, c'est que la justice est très lente. Et pendant qu'elle est très lente, vous l'avez dit, maître, les policiers ils sont suspendus, ils attendent. C'est un chemin de croix qui peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, au cours duquel ils peuvent plus exercer, ils sont montrés du doigt par une opinion publique, et finalement leur carrière est foutue. Donc il faut qu'une justice aille vite sur ce type d'affaires, et qu'elle soit professionnalisée. Merci beaucoup David Lebars, fonctionnaire secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, et maître Laurent Benarous, avocat au barreau de Paris, conseil du syndicat Alliance Police Nationale.